Bonjour à tous, l'actualité aéronautique a été assez riche ces derniers jours. On va donc vous parler aujourd'hui du drone Reaper, le MQ-9 américain qui a été abattu par les Houthis au Yémen. Et à côté de ça, nous allons vous parler, avec les peu d'éléments dont nous disposons à l'heure actuelle, de la perte d'un aéronef américain en ce 11 novembre au large de Chypre, à une cinquantaine de kilomètres au sud, bien au large du Liban. Cela serait un hélicoptère. On vous parle de tout ça et surtout on va creuser un petit peu cette attrition chez les drones américains ces derniers temps. Allez, jingle. Roger ball. Et juste avant d'attaquer, nous vous avons préparé une super vidéo pour le milieu de semaine sur la défense de l'US Navy dans le Pacifique. Comment est-ce que les Américains ont intellectualisé leur défense territoriale face à l'époque aux Soviétiques, maintenant à la Chine? Ça commence par la première chaîne des îles qui passe au hasard par Taïwan. On vous parle de tout ça dans quelques jours. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. Ça devrait vous ouvrir les chakras sur la zone Asie-Pacifique. En attendant, ces derniers jours, c'est un MQ-9 qui a été détruit dans les eaux territoriales. Je vous rappelle qu'à plus de 12 nautiques des côtes, à plus de 22 km des côtes, c'est chez tout le monde et vous avez droit de patrouiller avec des avions de chasse. Donc oui, des avions iraniens auraient droit de venir à 22 km au large de San Francisco, au large de San Diego, au large de New York si ils ont la capacité. C'est couvert, c'est possible dans le droit international. Maintenant, vous en doutez bien, il serait probablement intercepté et suivi, shadowé comme on dit, par des avions de chasse américains. Mais le droit international l'autorise, donc ce MQ-9, ce drone de surveillance qui évolue aux alentours des 500 km/h, qui a une capacité d'emport d'armement principalement air-sol avec de la JDAM, avec du Hellfire, qui a d'excellents senseurs, qui permet de bien voir ce qui se passe au sol, de collecter du renseignement, a été détruit. Donc ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé par le passé. On l'a eu en octobre 2017, on l'a eu en juin 2019, à chaque fois ce coup-ci, non pas dans les eaux internationales, mais au-dessus du Yémen. Et vous avez même eu des cas en Iran avec le 20 juin 2019 avec un RQ-4A qui avait été abattu du côté de l'Iran et certains ont même été par le passé piratés. Alors forcément là ça rentre dans un contexte géopolitique très compliqué. Je vous rappelle que le 19 octobre dernier, on en a parlé sur la chaîne, l'USS Carney, un destroyer de la classe Harley Burke a ouvert le feu sur des missiles et des drones en provenance du Yémen, probablement à destination d'Israël. Plusieurs drones, plusieurs missiles de croisière. Les interceptions, 19 en tout, ont eu lieu sur une période de plus de 7 heures. Et là, c'est le second groupe aéronaval américain qui nous avait été annoncé il y a à peu près 3 semaines, qui ne s'est pas arrêté au large d'Israël, qui a traversé le canal de Suez. Et vous avez donc l'USS Eisenhower avec sa task force, avec également un sous-marin qui a été aperçu traverser Suez avec 150 missiles Tomahawk possiblement à bord, qui sont en mer Rouge, qui sont en train de se rapprocher du Yémen. Et dans la mer Rouge, vous avez actuellement en ce moment des Marines avec des portes aéronefs, donc capacité à mettre en œuvre des hélicoptères d'attaque, mais également des avions d'attaque au sol, des Harriers, sans oublier une capacité de projection. Les Marines, ils sont là pour débarquer si besoin. Donc vous avez cette très forte concentration dans la zone, vous avez forcément cette volonté de faire ce qu'on appelle du blanchiment en mer, donc de la surveillance en amont du passage de ces navires, mais également de la surveillance des sites de départ au-dessus du Yémen. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu 1-0, si je puis dire, dans la région. Alors, abattre un drone en soi, il n'y a pas de quoi écrire à la famille. C'est assez facile, ce sont des cibles lentes, à haute altitude, peu manœuvrantes, peu équipées de systèmes d'évitement face à des menaces sol-air. Donc, c'est pas le premier et c'est pas le dernier, même si on regarde, le dernier c'était en mer Noire et c'était suite à une collision avec un Sukhoi 27. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est plus classique comme méthode d'attrition. Il faut quand même noter que les MQ-9, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, ça vole depuis 2007. Le concept, c'est on le met dans un C-17
hop là, on l'aérotransporte, on le sort et on peut l'utiliser. Il est possible qu'il venait du camp Lemonnier. Le camp Lemonnier, qui appartiendrait à la 5e chaîne des îles, si on écoute les Japonais, eh bien c'est à Djibouti, c'est une ancienne base de l'adhésion étrangère, et accrochez-vous bien, c'est un camp américain au nom d'un général français, le général Lemonnier, 1893, 12 mars 45. Et qu'est-ce qui lui arrivait à ce général? C'était le général en chef de la 3e brigade de la division du Tonkin. Il était à Manille, ils ont été attaqués par les Japonais, 460 prisonniers, et ce général français a été décapité, les mains attachées dans le dos, après avoir refusé de signer la capitulation 2 fois de suite. Donc, s'il y a des experts en histoire, n'hésitez pas à nous le dire, mais je pense que c'est probablement un des officiers supérieurs, des officiers généraux, le plus gradé que la France ait perdu par décapitation. Même pas un moyen très classique, normalement, d'exécuter les prisonniers. On a bien compris que la Convention de Genève, à cette époque-là, avec les Japonais, c'était pas ça. D'un autre côté, comme on l'a dit en introduction, le 11 novembre, eh bien, c'est un hélicoptère qui se serait écrasé à une 50aine de kilomètres au sud de Chypre. On a très peu d'informations. On a entendu des messages radio avec le contrôleur aérien chypriote. Et aux toutes dernières informations, il s'agirait d'un MH-60 avec des forces spéciales à bord qui se serait abîmé en mer lors d'un exercice de ravitaillement en vol. Et il y aurait 5 membres des forces spéciales qui sont décédés. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hélicoptères, pour pouvoir se projeter plus loin, vont faire du ravitaillement en vol afin de permettre d'atteindre des rayons d'action et de déposer leurs forces spéciales à des endroits où ils ne pourraient pas d'habitude. Donc dans ce cadre-là, il faut s'entraîner. Les ravitaillements ont lieu parfois sous jumelles de vision nocturne pour ce type d'aéronef. Certaines unités américaines travaillent spécialement avec les forces spéciales. C'était par exemple le cas en Somalie lors de la chute du Faucon Noir avec le 160e SOAR, Special Operations Aviation Regiment, donc qui sont vraiment spécialisés de l'interaction avec les forces spéciales et leurs contraintes particulières. Le ravitaillement de nuit n'est pas un sport de masse, en hélicoptère encore moins, et on vous tiendra au courant si on a plus d'informations dans les prochains jours. Dans la zone, nous savons qu'il y a du MH-60 Seahawk basé sur le porte-avions ou sur les navires d'escorte de l'USS Gerald Ford, le nouveau porte-avions américain qui est sur zone depuis à peu près 1 mois. Nous avons vu, grâce à Flight Radar, des P-8 faire des ronds. Donc s'ils font des ronds, c'est qu'ils ne cherchent pas, ils regardent quelque chose aux alentours des 1300 pieds, donc à basse altitude, du survol à basse altitude. Et il y a également un NOTAM, Notice to Airman, une information pour les pilotes qui spécifiait cette zone en disant qu'il y avait eu un accident et donc qu'il y avait tout un dispositif de secours demandant aux autres usagers de l'air en pleine mer, donc tout le monde a le droit de voler partout, et bien d'éviter cette zone. Malheureusement, c'est pas la première fois qu'un aéronef de la Navy finit à l'eau. On l'a vu par exemple en 2021 avec un MH-60 qui, au large de San Diego, à environ 100 km au large, avait fini par-dessus bord l'Abraham Lincoln, avait blessé 5 personnes sur le pont d'envol, 5 membres d'équipage, 5 personnes à bord étaient décédées, 1 avait pu être récupéré, alors que c'était juste à côté du porte-avions. Un autre cas également, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez, c'est un C-2 Greyhound, un avion de liaison qui permet de transporter du monde ou de prendre des charges à bord. Eh bien, le 22 novembre 2017, call sign Password 33, alors qu'il voulait rallier le Reagan qui était au large du Japon, avec 11 personnes à bord, avait malheureusement une double panne moteur et moins d'1 minute 30 après avait fini dans l'eau. 3 personnes, dont le chef de bord, dont le commandant de bord, n'avaient pas survécu. Donc on attend d'avoir plus d'informations sur cet accident. En tout cas, la Navy américaine a communiqué en disant que c'était un temps de paix, temps d'entraînement. Nous sommes très très loin de la côte du Liban, très très loin du Hezbollah. On a parlé du déploiement américain. Eh bien, justement, c'est confirmé, le porte-avions américain reste très très loin de la côte, il n'est pas venu se montrer à 20 km au large, il est resté très loin, ce qui montre bien la prise en compte par les Américains d'un éventuel risque de missile qui partirait du sol et qui irait vers la mer, vers leur navire. C'est pour ça qu'en étant au-delà de la portée d'engagement, au-delà de la portée de détection, l'US Navy est safe en pleine mer, ce qui est beaucoup plus compliqué à faire dans des petits endroits comme par exemple la mer Noire. On vous expliquait tout ça pour la marine russe, c'est plus difficile de se cacher. En définitive, mes 2 cents sur les sujets d'actu, c'est quoi? Eh bien, c'est que 1, la sécurité
On essaye d'aller toujours vers un maximum de sécurité, mais il y aura toujours des accidents dans l'aéronautique. On va attendre le compte-rendu pour l'aéronef qui s'est écrasé, essayer d'apprendre, et l'industrie essaye en permanence de débriefer, de chercher les raisons, pas les premières, mais les raisons les plus profondes pour faire évoluer les process, faire évoluer les mentalités. La Navy s'est transformée d'un point de vue sécuritaire entre l'époque de Papy Boyington et des Marines et maintenant. Les statistiques sont absolument incroyables, mais c'est un travail constant de préactivation mentale et d'alignement de tout à chacun, du mécanicien au personnel de pont, à la personne qui gère le pétrole, aux armuriers, aux pilotes, aux contrôleurs aériens, à la sécurité. Mais voilà, ça reste un job dangereux, de nuit, en pleine mer. On a eu des accidents en France également. Il fait extrêmement noir. Pour ce qui est des drones, il est intéressant de voir à quel point les drones sont devenus du consommable, du soft power américain. Je m'explique. Vous envoyez vos drones au-dessus du Yémen, du côté de l'Iran ou au large, en mer Noire, et s'ils sont détruits par l'adversaire, ce qui demande quand même des moyens, eh bien, vous perdez vos 30 millions, 35 millions de dollars, mais il n'y a pas d'escalade. Et là, on voit bien, et c'est d'ailleurs un message envoyé par les Américains de manière indirecte, on voit bien que si vous allez taper du drone américain, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse. Les Russes n'ont pas eu de réponse. Pour l'instant, ça fait quelques jours, pas eu de réponse du côté du Yémen. À voir si l'arrivée du groupe aéronaval, déjà, à voir où il va. Est-ce qu'il va rester en mer Rouge ou est-ce qu'il va faire le tour et aller dans le Golfe Persique, ce qui serait se rapprocher de l'Iran, peut-être un peu trop près pour le confort géopolitique actuel. C'est le gros point à suivre. À voir s'ils font des opérations au Yémen, s'ils utilisent le porte-avions américain pour taper des bases au Yémen. Et ça, eh bien, on le saura dans les prochains jours ou les prochains 15 jours au maximum. En résumé, ce que vous pouvez retenir, c'est que cette arrivée de drones permet d'augmenter la pression sur un pays ennemi ou hostile, sans pour autant risquer une gradation dans le conflit, dans l'interaction avec ce pays, s'ils décident que ça les chatouille trop et qu'ils détruisent vos drones. Est-ce qu'il faut réfléchir à mieux armer les drones face aux menaces solaires, à peut-être rajouter des senseurs à bord? La problématique serait que si derrière ils sont abattus, qu'ils sont récupérés par l'adversaire, parce que par nature, vous les envoyez au-dessus du territoire, on l'a vu avec le Yémen où il y a des hostiles, et bien derrière, c'est plus facile pour les adversaires de récupérer votre technologie et de faire du reverse engineering. On l'a vu avec des missiles RR, les tout premiers Sidewinder, les tout premiers missiles Fox 2 américains, ils ont été copiés par les soviets suite à une récupération lors de la guerre de Corée. Donc tout ça pour dire qu'il y a en permanence une juste balance à trouver entre la manière dont vous voulez protéger vos drones ou les équiper d'un point de vue technologique, et ce que vous voulez garder de secret, ce que vous ne voulez pas avoir compromis, et tout ce qui est système de guerre électronique, tout ce qui est système de leurrage, c'est vraiment quelque chose que vous ne voulez pas avoir compromis, sinon, vu que c'est la même technologie que pour vos F-18, vos F-22, vos F-15, eh bien, ça peut impacter votre survivabilité en cas de conflit majeur. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez des Reapers se faire abattre. Peut-être que tout simplement, c'est un choix de la part des Américains. Ils jouent sur le fil de crête et de temps en temps, forcément, eh ben, ça casse. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Je suis sûr que la vidéo sur le Pacifique et la chaîne des îles va vous plaire. Excellente semaine à vous. Fly safe.